Bonjour. Et voilà, comme annoncé, on va aborder le premier thème du jour. Et ce thème essentiellement sera axé sur l'esthétique. Je vous rappelle que ceux qui font la terminale sciences sociales, le programme de philosophie harmonisée par l'INRA, le Guinée ici, votre programme est subdivisé en trois grandes parties. Nous avons la toute première grande partie que nous appelons l'esthétique. La deuxième grande partie qui est la philo politique et morale, bien entendu. Et la dernière grande partie, c'est bien l'épistémologie. Alors, il serait irréfléchi de ma part d'aller directement attaquer le second chapitre ou le dernier chapitre sans pour autant accepter de commencer par le commencement. Comme je vous ai promis, aujourd'hui, il sera question de traiter des sujets, mais avant cela, il faut un rappel de façon brève sur la première leçon, bien entendu, qui est l'esthétique. Alors, comme je le disais tantôt, le premier chapitre, nous avions l'esthétique. L'esthétique en tant que telle, voici, je vais vous proposer un plan de cours. Dans ce plan de cours, je vais introduire l'esthétique et après son introduction, je vais vous définir cette notion et après le concept définitionnel, je vais également parler de ce que nous allons appeler cette fois-ci l'origine et après l'origine, je vais vous attaquer l'objet d'étude de l'esthétique et après son objet d'étude, je vais aussi vous parler de sa méthode. Et après sa méthode, je vous parlerai également de sa typologie. Et après sa typologie, on va aussi voir si nous allons parler des processus évolutifs de la connaissance du beau. Et après ces processus évolutifs, on va également parler des étapes d'évolution ou les grandes phases squelettiques à traverser. Et après ces grandes phases, nous allons, s'il faut, parler également de l'esthétique et quelques notions, les relations qu'elle entretient avec certaines notions, comme l'esthétisme, comme l'esthétisation, et comme esthète, voilà, donc comme inesthétique. Donc, voici en quelque sorte. Et on terminera par proposer des sujets. Et ensemble, je serai là également à répondre à vos différentes questions. Alors, sans plus tarder, je vais directement commencer par, comme je vous ai dit, l'introduction. Donc, dans l'étude de l'esthétique, d'abord, vous devez comprendre que l'esthétique est l'une des composantes ou l'une des branches de la philosophie. En 11e année, on vous a rappelé les différentes composantes ou les différentes branches de la philosophie. Parmi ces branches, comme dans l'Antiquité, on parlait de la philosophie humaine, la philosophie naturelle et la philosophie formelle. Alors, si vous prenez en réalité ces branches en détaillé, nous avions la cosmologie, qui était une des branches. Nous avons la logique, la métaphysique, la psychologie, l'esthétique. Donc, voici en réalité quelques composantes qu'on vous a enseignées en 11e année. Alors, de toutes ces composantes, laquelle nous intéresse aujourd'hui pour notre module de ce matin? Je dirais sans doute que c'est bien sûr, l'esthétique. Alors, l'esthétique pris, alors, dans l'introduction, voici la question que nous allons vous poser. L'esthétique est-elle une science ou une philosophie de l'art? Je répète la question, l'esthétique est-elle une science ou une philosophie de l'art? Alors, pour répondre à cette question, comme on vous a dit, cette question est en rapport avec un type, le plan de la dissertation philosophique qu'on appelle
sujet-question, autrement le plan dialectique. Donc, en posant cette question, ou à la question de savoir si l'esthétique est-elle une science, nous allons dire que cette question sempiternelle, ou cette question transcendantale a divisé les philosophes dans deux écoles, ou dans deux camps. Selon la première école ou le premier camp, ce camp dira que l'esthétique n'est pas une science, mais une philosophie de l'art. Alors, pourquoi cette école dit que l'esthétique n'est pas une science? Naturellement, c'est une école qui a été soutenue par beaucoup de Français, la majorité d'eux. Donc, selon eux, l'esthétique n'est pas une science, en ce sens que pour qu'une discipline soit considérée comme une science, il faudrait qu'elle puisse répondre aux critères de scientificité. Alors, si on parle des critères de scientificité, c'est-à-dire la discipline doit avoir une définition, un objet d'étude et une méthode. Alors, si cela est vrai, il y a lieu de se poser la question si, en toute sincérité, l'esthétique aussi répond à ces critères de scientificité selon ces Français. Donc, ces Français diront que l'esthétique n'a pas une définition digne de nom, un objet d'étude précis et une méthode déterminée. Cela peut se justifier dans le sens où l'esthétique n'a pas une définition, mais des définitions, un objet d'étude, mais des objets d'étude, une méthode, mais des méthodes. Et voici pourquoi, autour de l'esthétique, plusieurs philosophes, esthéticiens, artistes, observateurs ont décidé d'employer des approches. Et si vous regardez aussi l'objet d'étude de l'esthétique, c'est un objet qui est vaste, c'est un objet qui est ambigu. Alors, et si vous prenez sa méthode également, elle a aussi des méthodes, pas une seule. Donc, voici la première raison qui a amené les Français de dire que l'esthétique n'est pas une science. Donc, première raison, c'est parce que l'esthétique ne parvient pas à répondre aux critères de scientificité. La deuxième raison qui prouve que l'esthétique n'est pas une science, toujours selon cette école ou ces Français, ils disent que pour qu'une discipline puisse être encore considérée comme une science, il faudrait que cette discipline puisse avoir des données universelles. On entend par données universelles les résultats qui sont valables partout dans le monde. Les résultats qui sont admissibles en Guinée, en France, aux États-Unis, en Chine, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin jusqu'à prendre l'exemple sur les autres disciplines scientifiques comme les mathématiques. Pour mieux fonder leurs argumentations, les Français disent qu'ils sont persuadés que les mathématiques sont une science parce que simplement les résultats qu'on trouve en mathématiques sont valables partout dans le monde. Et pour preuve, lorsque vous prenez la formule de delta, tout le monde entier est unanime que la formule de delta est toujours égale à b carré moins 4ac. Vous ne verrez aucun Chinois, aucun Ghanéen, aucun Burkinabé, aucun Guatémaltais qui peut avoir le courage de venir dire que la formule de delta n'est pas égale à b carré moins 4ac. Donc comment on trouve ce résultat? On dira que ce résultat, il est universel. Et deuxièmement, ils sont partis rentrer aussi en physique. Ils ont dit en physique, tout le monde entier est d'accord que E carré, et que la formule d'Albert Einstein et même d'autres aussi l'ont avoué, d'ailleurs ça a été appuyé dans un premier temps par Galilée, il faut oser se dire, que V carré moins V0 carré égale à 2A facteur de X moins X0. Donc n'importe quelle personne que vous allez demander, que ce soit Einstein, que ce soit Isaac Newton, que ce soit n'importe quelle autre personne, quelle est la formule de delta, ils vous diront tous que la formule est que V carré moins V0 carré égale à 2A facteur de X moins X0. Personne ne peut trouver à redire. Que lorsque vous prenez également la chimie, en chimie dans les réactifs, quand le carbone réagit avec le dioxygène, autrement dit C plus O2, que dans les produits, vous trouverez obligatoirement le dioxyde de carbone.
C'est-à-dire C plus OD donne le dioxyde de carbone. Personne ne peut trouver à redire. Donc, toutes ces disciplines que je viens de citer, à cause de l'universalité de leurs données, sont considérées par cette école comme étant des disciplines à caractère scientifique. Pourquoi? Parce que les résultats que ces disciplines présentent sont des résultats qui sont universels et qui sont valables partout dans le monde. Maintenant, quant à l'esthétique, elle n'a pas de données universelles et nous pouvons le prouver. À la question de savoir le beau est-il toujours beau, les couleurs peuvent-elles être choisies par les amateurs de la même manière? Une belle fille peut-elle séduire tous les hommes qui se trouvent en face? Pour toutes ces questions ou toutes ces interrogations pertinentes, nous dirons que le beau peut ne pas être beau. Dans la mesure où, si vous prenez la beauté pour le crapaud, à en croire Voltaire, Voltaire dira que c'est sa crapaud. La beauté pour Narefamagan, Narefamagan vous dira que c'est ce grelon. Et la beauté pour le bélier, il vous dira également que c'est le mouton. La beauté pour le veau, il vous dira également que c'est sa vache. En termes de... ces gens-là pensent que l'esthétique, il n'y a pas une chose qui puisse universellement affecter tous les amateurs et de la même manière. Comme pour dire que le jugement d'appréciation que nous portons sur les œuvres, c'est un jugement qui est subjectif, c'est un jugement qui est personnel, c'est un jugement qui varie en fonction du goût, du choix, de la préférence et du sentiment personnel. À titre d'illustration, si vous prenez les différentes couleurs, la couleur rouge, noire, blanche, verte, rose, vous faites appel à un Africain, à un amoureux, à un sanguinaire, que chacun de faire un choix, je vous assure que le sanguinaire, comme Mao Tse-tung, comme Adolf Hitler, comme Benito Amilcar, André Mussolini, comme Francisco Polino, Hermenegildo Teodoro, Franco, ils ne vont pas s'hasarder de choisir sans doute la couleur rouge. Pourquoi ils vont choisir la couleur rouge? Parce que ces gens aiment à tout moment voir le sang bleu. C'est pourquoi, même dans le monde vestimentaire, s'ils n'étaient pas en veste rouge, au moins ils étaient en cravate rouge. Ou ils avaient quelque chose de rouge. Donc ça, c'est le choix qui est fait par le sanguinaire. Alors, quant à l'Africain, l'Africain ne va pas hésiter de choisir la couleur noire. Et pourquoi la couleur noire? Parce que cette couleur symbolise la race noire. Et si vous appelez, et cette fois-ci, un Européen, l'Européen, pour l'estime qu'il a pour son teint, il va aussi choisir la couleur blanche. Alors l'amoureux de son côté ne choisira ni la première couleur, ni la deuxième couleur, encore moins la dernière. L'amoureux va vous choisir la couleur rose, puisque cette dernière est le symbole de l'amour dans la plupart des États occidentaux. Alors, ces quatre amateurs ont-ils choisi les couleurs de la même manière? Nous en répondrons à la négative, donc c'est non. Pourquoi? Parce que chacun a ses goûts, chacun a son choix, chacun a sa perception et chacun a son sentiment personnel. Voici la raison qui a poussé le philosophe idéaliste allemand Wilhelm Friedrich Heinrich Gottfried Hegel dire qu'il n'y a pas de jugement esthétique qui pourrait convenir à l'assentiment de tous. Donc il n'y a pas une œuvre belle qui puisse affecter les amateurs de la même manière. Ça, c'est le premier exemple. Si nous prenons le domaine romanesque, en lisant Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourma, où nous sommes tous convaincus du sort pitoyable de Fama après avoir tout donné pour l'indépendance. En lisant le contenu de cette œuvre, ou Les Crapauds Brousses de Tierno Monenembo, vous faites appel à un révolutionnaire et à un pro-indépendantiste. Lorsque les deux sont face à cette œuvre, ils ne vont pas apprécier l'œuvre de la même manière. Puisque le pro-indépendantiste, rattaché à l'indépendance, et qui croit que l'indépendance
était le seul moyen lui permettant de connaître la mutation ou le changement, voire même l'opulence, il va continuer à nier les valeurs ou le contenu de cette œuvre, de ces œuvres-là. Donc il n'apportera aucun crédit, aucune importance ou aucune appréciation à ces œuvres. Mais quant aux révolutionnaires, conscients des réalités post-coloniales, caractérisées par la déception, la dictature, il ne va pas prendre du temps, il va perdre aucun temps sans pour autant apprécier le contenu de ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il est fier, non seulement de Amadou Kourouma, mais il est surtout fier de Thierno Monenembo lorsqu'il entend dire « ce n'était que des espoirs ratés ». Et qui aurait dû être la solution de nos problèmes, il ne l'était à rien, c'était plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. Voici, il sera affecté par ces expressions qui sont tirées de cette œuvre. Donc voici pourquoi lui, il va apprécier le contenu de cette œuvre à bras le corps. Alors les deux, ont-ils apprécié l'œuvre là, ces œuvres de la même manière? Là aussi, nous dirons non. Et pour prouver cela, le caractère subjectif de l'appréciation des œuvres d'art, c'est ce qui va pousser le philosophe français Émile Chartier, dit Alain, à reprendre cette citation qui dit: s'il est vrai que la beauté d'un objet n'est pas manifeste pour chaque spectateur, il faut alors affirmer que rien n'est vraiment beau, ou tout peut être beau pour celui qui sait voir et relier des choses entre elles. Émile Chartier, dit Alain. Alors, dans cette autre citation, nous allons automatiquement comprendre tout de suite que l'appréciation qu'on porte sur les œuvres d'art reste et demeure subjective. Vous prenez la troisième illustration concrète. Cette fois-ci, ce n'est plus dans le domaine romanesque, mais dans le domaine sculptural. La Statue de la Liberté a été un don des Français lorsque l'Amérique avait accédé à sa souveraineté. Auguste Bartholdi et Georges Eiffel étaient les grands architectes renommés à l'époque. Donc les deux ont été mis en contribution pour qu'ils puissent offrir cette statue aux États-Unis, qui venait à peine d'accéder à son indépendance. C'est pourquoi ce sont ces deux personnes qui ont proposé le plan de cette statue que nous appelons Dame de la Liberté. Donc le bras qui est soulevé symbolise la victoire. Les œuvres qu'elle tient sous ses aisselles expliquent aussi la fin du passé. Et le lambeau brillant qu'elle tient en main dit que l'Amérique va briller après avoir connu toutes ses souffrances et toutes ses peines. Donc, c'est deux qui ont eu à réaliser cette statue que nous appelons Dame de la Liberté. Lorsque vous appelez un colon et une colonie face à cette statue, notamment, je vais parler d'un Américain et un Anglais, les deux ne vont pas apprécier l'œuvre là de la même manière. L'Anglais, à cause du fait qu'il se voit insulté, réduit au plus petit caractère de l'expression, il n'apportera aucune appréciation face à cette œuvre. Au contraire, il se verra indigné, touché, insulté, jusqu'à la moelle épinière. Et quant à l'Américain, qui est fier du combat qu'il a mené, qui est fier du message que le premier président George Washington, révolutionnaire, leur disait à tout moment en disant que sometimes life can bet you up a wrong choice. You will feel bad about yourself, but don't ever desperate in your life, your day will come. Donc, ce qui a galvanisé ce peuple jusqu'à continuer le combat, et ce combat qui a été porteur, qui a porté fruit. Donc, il va apprécier cette statue et il ne trouvera pratiquement pas de mots pour aller au-delà. Donc, cela revient à dire que si vous prenez l'Anglais qui n'apporte aucune appréciation face à cette œuvre, l'Américain de son côté appréciera cette œuvre. Alors les deux ont-ils apprécié cette œuvre de la même manière? Là aussi nous en répondrons à la négative. C'est pourquoi nous allons passer à cette célèbre citation de Voltaire qui dira: allez-y demander le crapaud
qu'est-ce que c'est que le beau, le grand beau, le Tokalon? Il vous répondra avec sa grosse tête, sa gueule large, son ventre brun, que c'est sa femelle. Allez-y demander au nègre de Guinée, qu'est-ce que c'est que la beauté? Il vous répond, et le nègre de Guinée, il vous répondra que c'est son nez épaté, ses yeux enfoncés et sa peau noire huileuse. Et allez-y demander, enfin, allez-y demander au diable qu'est-ce que c'est que le grand beau, le Tokalon. Le diable vous dira que le beau, ce sont ses cornes, sa queue et ses griffes. Enfin, allez-y demander aux philosophes qu'est-ce que c'est que le grand beau, le Tokalon. Les philosophes vous diront que c'est le galimatias. Comme pour dire que le beau pour le crapaud, c'est la crapaud qui est belle. Alors le jugement d'appréciation varie d'une personne à une autre, tout comme d'une localité à une autre. Les gens ne vont pas apprécier les œuvres d'art de la même manière. Donc, ce caractère subjectif, c'est ce qui a poussé les Français d'admettre que l'esthétique n'est pas une science. Que pourquoi? Parce que les données que nous essayons de trouver en esthétique, ces données ne sont pas universelles, mais plutôt elles varient d'une personne à une autre, d'un endroit à un autre, d'une localité à une autre, d'un milieu à un autre. Et les deux raisons. Donc, première raison qui prouve que l'esthétique n'est pas une science aux yeux des Français, c'est parce qu'elle ne répond pas aux critères de scientificité. Elle n'a pas une définition digne de nom, un objet d'étude précis et une méthode déterminée. Deuxième raison, l'esthétique n'est pas une science en ce sens que ces données ne sont pas du tout universelles. Donc, ça c'était la première école. C'est la raison pour laquelle, lorsque Denis Diderot avait décidé d'introduire le mot esthétique au sein de dans l'Académie française, dans l'encyclopédie, lorsqu'il voulait introduire le mot, il y a eu un guiche-roche entre ses amis et lui. Autour de quoi? Autour de la définition qui avait été proposée. Parce que lui, il avait proposé l'esthétique en tant que science du beau. Et c'est ce qui n'était pas admis par ses pairs, qui disaient que non, ils ne sont pas d'accord. Si c'est la philosophie de l'art, ça peut aller. Mais pas une science du beau. Une science du beau. Donc, c'est ce qui a poussé Charles-François Dominique de Villers à affirmer que Diderot a voulu introduire dans l'encyclopédie ce terme d'esthétique, mais cela n'a pas pris. Nous avons sur les principes du goût que les ouvrages fragmentaires est une doctrine électrique. Ces ouvrages ne sont pas du tout rédigés dans un contexte et suivant vraiment une méthode scientifique, donc il est évident qu'il n'y a point d'esthétique. Donc cette citation résume exactement la première explication que j'ai donnée en amont, la contradiction ou l'opposition qui aurait existé entre Denis Diderot et ses pairs. Donc ça c'est la première école qui en toute sincérité estime que l'esthétique n'est pas une science. Maintenant, ce sont les Français. Quant aux Grecs, les Allemands, les Romains, et ils ont dit que non, l'esthétique est bel et bien une science. Que pourquoi l'esthétique est une science et non une philosophie de l'art? Que c'est parce que toutes les disciplines scientifiques que nous en connaissons, que ce soit la chimie, la physique, la biologie, l'économie, l'histoire, les mathématiques, qu'il n'y a aucune de ces disciplines spécifiquement qui puisse avoir comme objet d'étude le beau. C'est pourquoi ils ont posé la question. Parmi toutes ces disciplines scientifiques, laquelle a pour objet d'étude le beau? Est-ce les mathématiques? Non. La physique? Non. La chimie? Non. La biologie? Non. L'économie? Non également. Alors, parmi toutes ces disciplines, laquelle a pour objet d'étude le beau? Puisque le beau aussi mérite d'être étudié, mérite d'être un objet à étudier. Donc c'est pourquoi ils disent que la seule discipline qui a pour objet d'étude le beau, que ce n'est rien autre que l'esthétique. C'est pourquoi Wilhelm Friedrich Heinrich Gottfried Hegel dira encore que l'esthétique est une science qui a pour objet le vaste empire du beau. La deuxième raison qui pousse les Grecs, les Romains, les Allemands
à dire que l'esthétique est une science, c'est que si vous prenez, si vous prenez le caractère scientifique dont les adversaires faisaient allusion. Donc selon les autres là, que quel que soit le nombre de définitions que l'esthétique en possède, que l'esthétique a au moins sa définition. Quel que soit son nombre d'objets d'étude, l'esthétique a son objet d'étude et quel que soit le nombre de méthodes, l'esthétique a sa méthode. Donc pour eux, l'esthétique répond bel et bien aux critères de scientificité. Que ce panorama de définition proposé autour de l'esthétique prouve que l'esthétique mérite d'être une chose à étudier. C'est pourquoi les uns et les autres s'intéressent à son sujet. Kant termine en posant cette question. Moi, Kant, j'appelle science, et en donnant cette citation, j'allais dire, moi, Kant, j'appelle science de tous les principes du goût, a priori, l'esthétique transcendantale. Donc pour lui, l'esthétique est bel et bien une science. Donc, chers élèves, chers frères, chers amis, voici la toute première phase au niveau de l'introduction que nous allons essayer de décortiquer pour vous aider à comprendre et comment vous en sortir lorsqu'on vous posait la question de savoir l'esthétique est-elle une science ou une philosophie de l'art? Alors, on revient sur le sujet. L'esthétique est-elle une science ou une philosophie de l'art? C'est cette question, c'est ce sujet, question qui mérite d'être débattu par vous, là où vous êtes. Prenez votre stylo, votre petit cahier, votre bloc-notes, l'explication que vous avez pu comprendre depuis quand j'ai commencé cette vidéo, et vous proposez un traité et puis on vous attend. Parce que il n'y a pas de philosophie qu'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Donc là où vous êtes, vous pouvez vous débrouiller. Donc histoire pour moi de revenir avec, pour le moment, les questions que les uns et les autres me posent ici, et pour que nous puissions aller le plus rapidement que possible. Voilà, donc il y a beaucoup de messages déjà. Il y a Abdul Aïcha qui nous suit du côté de la Turquie, en Chypre, qui dit toujours au service. Voilà, bonjour monsieur, merci pour les efforts. Abdul Aïcha, merci. Nous avons cette fois-ci, grâce à vous, je suis capable de prendre la parole partout, surtout il s'agit de la philosophie. Bravo, messieurs. Abdoulaye Chat toujours. Il y a Cabinet Sidibé qui dit force à vous. Merci. Moufa Morikonde, vous êtes génial, mon prof. Merci. Baïboun Bachir. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Également. Bonjour. Bah. Il y a Aruna Silla du côté de l'Hexagone. Il dit le jugement d'appréciation varie d'une personne à une autre. Tout comme d'une localité à une autre. Donc, on n'aura jamais de la même manière de voir les choses. Aruna, c'est exact. Je suis un fruit venant de vous. Merci beaucoup. Nous voyons le monde différemment, qui nous pousse de vivre différemment. Aruna Silla, toujours. Je suis fier de vous, monsieur Bossuet, franchement. Aruna Silla, merci. Donc, ça, c'était la toute première partie. J'ai marqué une petite pause. Le temps pour moi de boire un peu d'eau et puis vous revenir. Restez là, ne quittez pas. Ok. Donc, nous avons déjà beaucoup de personnes en ligne qui sont réellement en train de suivre ce direct. Ils sont un peu partout dans le monde. Vraiment, on peut vous remercier. Maintenant, après la phase introductive, nous allons poser la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que donc l'esthétique? Je dis bien, qu'est-ce que c'est que donc l'esthétique? Vous devez retenir avant sa définition que l'expression esthétique, la beauté, a toujours intéressé les hommes. Depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, je dis bien, la beauté a toujours intéressé les hommes. Ils avaient besoin d'être dans des palais splendides, comme vous le voyez dans l'Empire romain. Donc, la Rome antique et son empire, le palais était bien battu. Et si vous prenez également
les 7 merveilles du monde antique, vous verrez que les gens étaient toujours rattachés, parce que si vous prenez la statue de Zeus, c'était aussi une statue qui était bien décorée, qui était bien faite et qui pouvait séduire, qui pouvait affecter. Donc, pratiquement, c'est pour vous dire que la beauté a toujours intéressé les gens depuis toujours. Mais l'esthétique n'a pas été, l'esthétique en tant qu'expression n'a pas été prononcée une seule fois dans l'Antiquité. Le mot n'a pas été employé comme cela, l'esthétique, non. Et je ne parle pas du belus, je parle de l'esthétique, aesthesis ou esthética, ou esthética. Cette expression n'a été employée, n'a pas été employée dans l'Antiquité. C'est une expression qui n'a pas réellement existé. Ok. Donc, et si vous prenez cette expression, pour la première fois, c'est un Allemand du nom de Christian Wolff qui avait commencé à s'intéresser sur cette expression, parce que lui aussi, il était beaucoup plus attiré par les tableaux d'art et tout ce qui était, qui avait un caractère attirant. Donc, lorsque Christian Wolff avait commencé à s'intéresser sur cette expression esthétique, mais malheureusement, il ne va pas avoir un long chemin puisqu'il tirera sa révérence. C'est ce qui va faire que son disciple, du nom de Alexander Gottlieb Gon von Bongater, lui va également s'intéresser sur cette expression. Et c'est ce qui fera que l'esthétique, bien que ça a intéressé les gens dans l'Antiquité, mais il fallait attendre le XVIIIe siècle, précisément en 1750, pour voir cette expression prononcée par Alexander Gottlieb Gon von Bongater, disciple de Christian Wolff. Et là, c'est dans un ouvrage que nous allons appeler Esthética. Esthética, c'est A, E dans A, S, T, H, E, accent aigu, I, C, A. Esthética. Donc, c'est dans cet ouvrage que nous avions que ce mot est employé pour la première fois par Alexander Gottlieb Gon von Bongater. Donc, sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'esthétique, nous allons dire que nous avons 3 catégories de définition qu'on vous propose. Une première qui est la définition étymologique pour vous permettre de savoir l'origine ou la racine du vocable. Donc, l'esthétique n'est pas une dérivée latine seulement. L'esthétique n'est pas également une dérivée grecque. Comme souvent les gens aiment le dire, l'esthétique vient du grec ou vient du latin. Mais nous allons vous dire que l'esthétique vient du gréco-latin. C'est-à-dire, le mot est à la fois employé par les Grecs et par les Romains. Chez les Grecs, ils diront que aesthesis, et chez les Grecs, oui, ils diront aesthesis ou esthétikos chez les Grecs. Et chez les Romains, ils diront esthética. Esthética. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une expression gréco-latine. Aesthesis, esthétikos ou esthética, qui signifie sentiment, sensation, faculté du beau. Sentiment, sensation, faculté du beau. Alors, et après cela, nous avons cette fois-ci l'autre définition qu'on appelle les définitions particulières. Alors, au niveau de ces définitions particulières, il y a toujours beaucoup de philosophes, des esthéticiens qui se sont intéressés sur l'esthétique, sur le goût, sur le choix, etc. Si vous prenez Arthur Schopenhauer dit que l'esthétique, c'est la science du goût. L'esthétique, c'est la science du goût. Donc, selon lui, l'esthétique, c'est cette branche de la philosophie qui s'intéresse au goût de chacun d'entre nous. Alors, cette définition peut avoir des limites parce que l'esthétique ne s'intéresse pas seulement qu'au goût. Vous prenez Wilhelm Friedrich Heinrich Gottfried Hegel. Lui dira que l'esthétique, selon Hegel, c'est la philosophie de l'art.
Donc, la philosophie de l'art, c'est-à-dire, c'est la réflexion sur nos manières. Manière de parler, manière de marcher, manière de s'habiller, manière de préparer, manière d'affecter en un mot. Donc, l'esthétique philosophie de l'art. Et cette définition, bien entendu, a aussi des limites. Et si vous prenez Platon, Platon dira que l'esthétique est la science de la quête du beau. Waouh, l'esthétique est la science de la quête du beau. Pourquoi il dira que l'esthétique est la science de la quête du beau? Selon lui, l'esthétique est cette science qui est à la recherche de la beauté ou du beau. Donc cette définition aussi a des limites parce que l'esthétique ne s'intéresse pas seulement qu'au beau. L'esthétique peut également s'intéresser au lait. Lait, ce n'est pas le lait que nous buvons, mais lait avec D à la fin, le contraire ou l'antithèse du beau. Et si vous prenez Alexander Gottlieb von Baumgarten, le fondateur même, lui dira que l'esthétique est la science de la connaissance du monde sensible. C'est-à-dire, l'esthétique, c'est cette science qui nous permet de connaître les choses qui existent dans le monde extérieur, pas dans le monde intérieur ou dans le monde intelligible. Et voici exactement cette définition que lui il va poser, mais cette définition a aussi des limites parce que l'esthéticien peut aussi s'intéresser à la beauté intelligible, à la beauté divine. Donc, ça revient à dire que l'esthétique, tout un panorama, tout un arsenal de définitions avait été proposé. À vous de voir laquelle des définitions qui va vous intéresser. Et après ça, cette fois-ci, nous avons la définition générale. Généralement, nous dirons que l'esthétique est cette composante, cette branche de la philosophie. Oui, cette branche de la philosophie de l'art qui porte une réflexion constante et permanente sur le sentiment, le goût, le beau. Voilà, une réflexion permanente et constante qui porte un regard sur le sentiment, le goût et le beau. Voilà, donc vous pouvez aussi expérimenter cette définition parce qu'elle vient d'un livre qu'on appelle Top Chrono d'Alu Sampour. Donc c'est une définition aussi qui peut aller parce que là, lui, il a pris en compte la quasi-totalité des choses qui peuvent intéresser un esthéticien dans son étude. Donc, et après toutes ces définitions, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, question, qu'est-ce que c'est que l'esthétique? Donc là aussi, je vous pose la question, comment vous pouvez définir l'esthétique vous-même? Donc réfléchissez et proposez rapidement une définition. Parce que c'est comme cela, nous allons partir, j'explique et après je vous retourne la question, chacun là où il est, qu'il puisse prendre son stylo et son bloc-notes pour qu'il définisse l'esthétique de sa manière. Voilà, donc il y a déjà des réactions, on va revenir encore avec ces réactions, il y a Aruna Silla, l'esthétique, toute production qui s'achève par l'émotion. Waouh, Aruna Silla, il y a Kamara Léonard Ismaël. Pouvons-nous définir l'esthétique comme étant la perception du beau par le sens? Ok, Kamara Léonard Ismaël, bien évidemment. Aruna, bien évidemment. Et Ali Abba, félicitations, M. Foufana, tu contribues pleinement dans le développement de notre chère Guinée du courage. Merci. Il y a Fatouma Maro Doubré, je suis fier d'être parmi vos élèves. Bon courage. Un jour, président, machallah. Être président, ça c'est fort, hein, Mamarou. Vous savez, ils vont me chercher. Ok, je ne veux, honnêtement, je ne veux pas être président. Euro million, je ne sais pas comment je vais lire ça. Ouais, euro million de Paname, ouais. Lui dit, ah oui, mon grand. Ah oui, mon grand philosophe contemporain. Ok, merci pour le qualificatif. Voilà. Je pense que chacun a défini l'esthétique de sa manière.
Alors, donc, cette deuxième question est évacuée. On va aller avec la troisième question. Et cette troisième question, vous me permettrez de poser la question. Quel est l'objet d'étude de l'esthétique? Qu'étudie-t-elle? Que vise-t-elle? Qu'étudie-t-elle? Qu'est-ce que l'esthétique étudie exactement? C'est la question que nous allons poser. Donc, on va mettre petit 2, objet d'étude. Donc, petit 1, c'était définition. Voilà. Donc, objet d'étude. L'objet d'étude, d'abord, par définition, c'est ce sur quoi l'étude d'une discipline ou l'étude d'une science se porte ou se fonde. Alors, l'étude de l'esthétique se porte sur quoi? Lorsqu'on vous pose cette question, vous allez nous dire que l'étude de l'esthétique porte, de toutes ces définitions qu'on a données, on peut dire que l'étude de l'esthétique porte sur le beau, le laid, le goût, le sentiment, l'art, etc. Alors, pour résumer, nous allons vous dire que l'esthétique étudie le beau, la nature, l'art, comme je l'ai dit. Voici pourquoi la branche de l'esthétique qui nous permet d'étudier la nature est appelée la beauté. Cette partie de l'esthétique qui s'intéresse à la nature nous pousse à parler d'un type du beau qu'on appelle la beauté naturelle. Et cet autre type qui s'intéresse à l'art nous pousse à parler de la beauté artistique, artificielle ou la beauté qui vient de l'homme. Alors, les types de l'esthétique, c'est ce qui nous pousse à parler des types de l'esthétique. Donc, vous allez retenir qu'il n'y a que deux types de l'esthétique. Nous avons cette fois-ci la beauté naturelle, deux types du beau, la beauté naturelle et la beauté artistique. Quoi la beauté naturelle? Est appelée beauté naturelle l'ensemble des belles productions ou l'ensemble des productions qui touchent à notre sensibilité et qui ne soient pas l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire ce sont des beautés supra-humaines, ce sont des beautés qui sont au-dessus de l'homme, ce sont des beautés qui ne sont pas faites par nous, ce sont des beautés qui ne relèvent pas de nos compétences. Exemple d'une de ces beautés, pour vous aider, moi je cite une beauté, la beauté du paysage. Et vous voyez, nous avons la beauté de la gazelle, bien. Nous avons la beauté, oui, de l'arc-en-ciel, bien. Nous avons la beauté du bleu du ciel, bien. Nous avons la beauté du lever et du coucher du soleil, bien. Donc, il y en a assez. La beauté d'un mont, comme le mont Gangan chez nous, à Kindia, bien. Donc, toutes ces beautés, on peut les appeler la beauté naturelle. Nous avons également la beauté artistique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle beauté artistique? La beauté artistique, c'est cette beauté qui vient de la créature créatrice. La créature créatrice, le créateur des formes originales, le génie inspiré, comme aime souvent le dire mon général, M. Michel Pepe Balamou. Voilà, donc c'est la créature créatrice, le créateur des formes originales, le génie inspiré. La beauté artistique. Donc, c'est l'ensemble des belles productions qui viennent de l'homme, qui viennent de la conscience créatrice. Exemple d'une beauté artistique que vous connaissez. Attention, hein, ce n'est pas toutes les beautés aussi. Voilà, donc, quand on parle de la beauté artistique, ne pensez pas à toutes les beautés qui sont faites par l'homme. On parle de la beauté faite par l'homme, mais dans le domaine de l'art. Donc, nous avons la beauté d'un roman, la beauté d'un film, la beauté d'une statue ou d'une statuette, la beauté d'une maison, une maison bien décorée comme la tour de Babel, la statue de Zeus, le temple d'Artémis. Voilà. Donc, toutes ces beautés, on peut exactement les appeler la beauté artistique. Donc, nous avons deux types de beau. Beauté naturelle, beauté artistique. Question. La beauté naturelle est-elle supérieure à celle artistique? Point d'interrogation. Voici un autre sujet qu'on vous donne. La beauté naturelle est-elle supérieure à celle artistique? Waouh, cette question peut venir. On ne le sait pas. Donc, sujet question. Point d'interrogation à la fin. La beauté naturelle est-elle supérieure à celle artistique? Voilà, donc pour répondre à cette question, comme je vous ai dit, sujet question, donc c'est le plan dialectique. Nous dirons que selon les philosophes matérialistes ou les naturalistes, eux ils diront que
la beauté naturelle est bel et bien supérieure à celle artistique dans la mesure où l'artiste a pour source d'inspiration la nature. La belle œuvre artistique s'est toujours inspirée d'un modèle. Et ce modèle a déjà existé. L'existence de ce modèle nous pousse à parler d'une beauté préétablie appelée la beauté naturelle. Voici ce que pensent les naturalistes ou les matérialistes. Donc selon eux, la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique puisque l'homme en tant qu'artiste est lui-même une création. L'homme en tant qu'artiste est lui-même une création. Donc la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique. Bien. Selon les idéalistes, et ils diront que la beauté naturelle n'est nullement supérieure à celle artistique. Au contraire, c'est la beauté artistique qui est supérieure à la beauté naturelle. Ça, c'est ce qu'Emmanuel Kant pense. Ouais, c'est ce que Hegel pense. Il dit la beauté naturelle, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle parce qu'elle est pur produit de l'esprit. Voilà. Parce que dans cette beauté artistique, l'homme prouve qu'il est aussi, il n'est pas un animal, il n'est pas qu'un animal politique. Il est aussi un animal artistique, un animal capable de créer des formes originales. Donc, il place sa conscience créatrice au-dessus de tout. C'est pourquoi Hegel affirme, sujet baccalauréat et sujet bac unique, session 2007, République de Guinée, sujet, l'homme montre mieux son habileté dans des productions surgissant de l'esprit qu'en imitant la nature. Je dis bien, l'homme montre mieux son habileté dans des productions surgissant de l'esprit qu'en imitant la nature. Voilà, donc cette citation d'Hegel montre la supériorité de la conscience créatrice dans la création des formes originales, des formes d'art. Voilà, donc voici comment vous allez répondre à cette interrogation que je viens à peine de poser. Donc lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce que l'esthétique étudie? On va dire que l'esthétique étudie non seulement le beau, l'art, la nature, le lait, le goût, le sentiment, et etc. Dans le beau aussi, vous savez que le beau est un monde vaste, comme le disait Hegel. Il dit que l'esthétique est une science qui a pour objet le vaste empire du beau. Donc là aussi, on va se limiter ici. Pour le moment, je vais vous poser la question, qu'est-ce que l'esthétique étudie? Mes chers élèves, vous qui êtes en train de suivre ce cours maintenant là, partout dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes. Ça prouve que vous avez de l'intérêt là où vous êtes aujourd'hui, en tout cas vous êtes en train de puiser quelque chose. Voilà, que Dieu soit loué. Donc je vous pose cette question, quel est son objet d'étude? Prenez vos bics, répondez à la question rapidement et vous envoyez dans le commentaire, je vous attends. En attendant, on vient avec toujours les réactions qui continuent. Bascotte Lagné, courage mon frère. Voilà, merci mon jeune frère qui me suit depuis la France, Bangali Fofana, respect, petit. Il y a Rama Kourouma qui appelle Amadou Koulibaly. Est-ce que Amadou Koulibaly, ouais, c'est un ami, professeur de philosophie aussi du côté de Conakry. Il était dans beaucoup d'écoles, Amadou Silla et Mamouna Touré, beaucoup d'écoles. Donc merci, respect à tout le monde. Vous pouvez aussi contribuer. La beauté naturelle est bel et bien supérieure à celle artistique parce qu'elle n'a aucun cas, l'artiste pourra représenter la nature telle qu'elle est. Waouh! Le philosophe Aruna Silla, ok, il n'y a pas de souci, merci. En tout cas, on attend des questions. Donc, je pense que la question là aussi est répondue. Donc, on a fini avec l'introduction, on a fini avec petit 1, la définition, petit 2, l'objet d'étude. Je pense que c'est fini. Maintenant, on va attaquer cette fois-ci la méthode de l'esthétique. Qu'est-ce que l'esthétique étudie? L'esthétique étudie quoi exactement? Qu'est-ce que l'esthétique étudie? Voilà. Donc, en vous posant cette question de savoir ce que l'esthétique étudie, chers élèves, chers enseignants, on peut dire quelle est sa méthode.
Parce que pour étudier un objet d'étude, il faut des méthodes. Alors, quelle est la méthode que l'esthétique utilise dans l'étude du beau? Quelle est la méthode? Donc, dans l'étude du beau, l'esthéticien utilise 3 méthodes. Nous avons la première méthode qu'on appelle la méthode déductive. La deuxième méthode, c'est la méthode inductive. Et la dernière méthode, c'est la méthode de dialectisation. Donc, nous avons la méthode déductive, la méthode inductive et la méthode de dialectisation. Donc, je vous ai cité combien de méthodes? 3. La méthode déductive, la méthode inductive et la méthode de dialectisation. Ok. Si nous prenons la première méthode, qu'on appelle la méthode déductive. Donc, selon cette première méthode, que dans l'étude du beau, c'est une méthode qui a été défendue par Platon. Lui dit que dans l'étude du beau, il est impératif de savoir, de distinguer le beau sensible du monde et du beau intelligible. C'est pourquoi lui, il va dire que il n'y a pas de beauté, il n'y a aucune beauté qui puisse dépasser la beauté supra-humaine qu'on appelle la beauté intelligible. Donc lui, il va dire que la première méthode, la méthode déductive, donc selon cette méthode, pour mieux étudier une beau, il faut s'intéresser à la beauté du monde intelligible. C'est pourquoi Platon même va dire, il dit que le beau intelligible surpasse celui sensible. Il dit que le beau intelligible surpasse celui sensible. Donc, selon lui, dans l'étude du beau, il est extrêmement important de s'intéresser d'abord à cette première que nous appelons la beauté intelligible. Donc, méthode déductive. La méthode inductive, selon cette méthode, que dans la connaissance du beau, il faudrait faire recours aux organes du sens. Donc, il n'y a pas de beauté qu'on puisse exactement percevoir sans pour autant faire recours aux organes du sens. Pour apprécier une sauce, il faut la langue, le parfum, le nez, un roman, les yeux, une musique, les oreilles. Donc, pour apprécier, il faut impérativement passer par les organes du sens. Alors que la première méthode dit que pour apprécier, il faudrait passer par l'intelligence. Donc, c'est l'intelligence qui nous permet d'apprécier une belle œuvre. La preuve qu'ils ont avancé, le fou ne peut apporter aucune appréciation face à une belle œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu du ratio. Il ne peut pas apporter une appréciation. Donc la méthode inductive dira que non. Pour mieux apprécier les œuvres d'art, il faudrait impérativement passer par les organes de sens. Les yeux, le nez, la langue, les oreilles, la peau. C'est pourquoi Georges Berkeley dira « N'est beau que ce qui est perçu ». Voilà, donc selon lui, pour pouvoir apprécier une belle œuvre, il faudrait que cette œuvre soit perçue, soit par les oreilles, organe du sens, le nez, organe du sens, la langue, organe du sens, les yeux surtout, organe de sens. Maintenant, quelle est cette méthode? Pour mieux apprécier, faut-il impérativement passer par l'intelligence? Donc cette question-là aussi, elle est dialectique. Sujet question. Parce que les rationalistes diront que non, pour apprécier une œuvre d'art, il faudrait passer par l'intelligence. Et oui, que pour apprécier une œuvre, il faut passer par l'intelligence, selon les philosophes rationalistes. Comme René Descartes, le bon sens est la chose dans ce monde la mieux partagée. N'est-ce pas? Ok. Selon les sensualistes, l'expression me revient, les sensualistes, c'est-à-dire les philosophes qui partent avec les organes du sens. Selon eux, pour mieux apprécier une œuvre, il faudrait impérativement passer par les organes de sens. Par les organes de sens. Comme Georges Berkeley, n'est beau que ce qui est perçu. Ok, maintenant, pour les départager, c'est pourquoi il y a la dernière méthode qu'on appelle la méthode de dialectisation. Selon la méthode de dialectisation, que pour mieux apprécier une belle œuvre, il faut non seulement passer par l'intelligence, mais et surtout les organes de sens. Donc, il faut la somme, la combinaison des deux pour nous permettre de mieux apprécier une belle œuvre.
Exemple, sans l'intelligence, même si vous avez les organes de sens, exemple, le fou, il a tous ses organes de sens, il a les yeux, le nez, la langue et tout. Mais il ne parvient pas à apprécier une belle œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu du ratio. Et si vous prenez l'aveugle aussi, il a l'intelligence, mais il n'a pas les yeux, donc il est extrêmement difficile pour lui d'apprécier le contenu d'un roman si on ne lit pas devant lui. Donc, c'est pourquoi, selon la dernière méthode, la méthode de dialectisation, cette méthode dira que, comme je l'ai dit, dialectisation, dira qu'il faut la combinaison des deux. Donc, il faut les yeux, le nez, la langue, les oreilles, la peau, plus le sixième sens qu'on appelle intelligence, le sixième sens. Donc, selon eux, ce sont les 6 sens qui nous permettent de mieux apprécier une œuvre d'art, les 6 sens. Alors, si vous prenez ces 6 sens, c'est ce que je viens de citer, donc les deux réunis. Raison pour laquelle le philosophe épistémologue Gaston Bachelard dira, il dit que le beau, c'est l'entité, et il dit le beau, c'est la somme des deux, c'est-à-dire les organes de sens et l'intelligence. La somme des deux, quoi. Il dira que le beau, c'est la somme des deux. L'intelligence et les organes de sens. L'intelligence et les organes de sens. Donc, le beau, c'est la somme des deux, comme je viens de vous dire. Wow. Comme je viens de vous dire. C'est pas facile, hein, mais on peut en tenir. On peut en tenir. Merci bien. On marque une pause. Je vous pose cette question. Quelle est la méthode de l'esthétique? Et dites-moi sa vraie méthode. Donc, continuez à répondre sur vos feuilles. Il y a les messages. Je reviens avec des messages. Il y a... Ouais. Badio Mike, mon frère de longue date. Du côté de Paris, il me dit force à toi. Merci, bro. Il y a Abakar Sissé qui dit courage. Monsieur, ton élève depuis la France. Ouais, Abakar Sissé, merci beaucoup. Toutes nos pensées à vous. Le confinement, ce n'est pas facile vraiment. Surtout pour les étudiants, mais que Dieu soit avec vous. Nous prions pour vous matin, midi et soir. Que Dieu nous épargne de cette sale pandémie qui est devenue une inquiétude mondiale. Silla Tony Cross Junior, toujours en forme. Oui, lui aussi, c'est un de mes anciens élèves qui est à l'Hexagone. Merci beaucoup. Bachir Ba, respect à vous. Ok, merci Bachir. Donc, on était avec les méthodes de l'esthétique. Et après ces méthodes, on va marquer une pause. Vous allez me permettre encore de prendre un peu de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de jus. À défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. Ouais, Savané, merci beaucoup. Savané t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Nous allons partir avec... j'ai donné le petit temps de définition. D'abord une introduction, la petite définition. Petit 2, objet d'étude. Petit 3, la méthode. Dites-moi, je respecte le plan du cours. Voilà, envoyez dans les commentaires. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Ouais, c'est pas facile. Ouais. Donc après la méthode, on va attaquer les types de l'esthétique. On va attaquer quelques types de l'esthétique. Puisqu'on a la beauté dans sa diversité, retenez que nous avons plusieurs types de l'esthétique. Nous avons un type que nous pouvons appeler l'esthétique musicale. Donc on décompose. Esthétique, beau. Musical, nous avons la musique. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi l'esthétique musicale? Donc l'esthétique musicale, on dirait que c'est la beauté qu'on... Oui? Wow. La beauté qu'on retrouve dans la musique. Donc l'esthétique musicale, c'est la beauté qu'on retrouve dans la musique. Comment peut-on percevoir la beauté dans la musique? C'est à travers la rime, ouais, le rythme, la cadence et les sonorités. Ah bon? Oui. À travers la rime, le rythme, la cadence et la sonorité. Ouais, la rime, c'est lorsque, comme je vous ai dit, dans un morceau, vous voyez que
c'est-à-dire la fin, c'est une même terminaison, quoi. La fin, c'est une même terminaison. Exemple, quand j'ai dit, vous prenez ce morceau-là, c'est juste un exemple pour vous aider à comprendre c'est quoi la rime. Hein? Quand j'ai dit, le morceau d'adieu du musicien franco-congolais, le morceau Je suis jaloux, quand il dit, le mien, t'es la femme de quelqu'un, ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Donc vous avez vu, un vers la fin, ça c'est la rime. Donc ça sonne bien à l'oreille. Donc on peut tirer la beauté. Ok, c'est comme si on disait Kunun Sopo Kupo Bula, Po Sagada Bula, Po Sagada Po Bula, Po Obi Bula, Po Ennemi Wonibo, Po. Donc vous avez vu, ça aussi, c'est la même terminaison. Ça nous attire. Donc on peut appeler cela la rime. Donc, nous avons aussi le rythme musical, on a la cadence, et nous avons la sonorité, nous avons la voix des instruments. Voilà. Donc, c'est tout cela qui nous aide pour pouvoir mieux apprécier la musique. Donc, la beauté qu'on retrouve dans la musique est appelée l'esthétique musicale. Nous avons l'esthétique architecturale. Ouais, vous-même décomposez le reste. Architecturale, architecture. On fait allusion à quoi? Construction. Donc l'esthétique architecturale, c'est la beauté qu'on retrouve dans les constructions. Exemple d'une esthétique architecturale que vous connaissez. Ah oui, vous êtes à Paris, vous êtes nombreux là-bas, nous avons la Tour Eiffel. Aux États-Unis, nous avons la Statue de la Liberté. Au Sénégal, oui, nous avons le monument de la Renaissance africaine. Ok. En Guinée ici, oui, nous avons aussi nous avons l'esthétique architecturale chez nous. Il y en a. Oui, exactement, quel endroit? Plaza Diamond, ok, il n'y a pas de problème, il y en a beaucoup. Ok, donc après ça, après l'esthétique musicale, notez ça, la beauté qu'on retrouve dans la musique, nous avons l'esthétique architecturale, la beauté qu'on retrouve dans les constructions, nous avons l'esthétique industrielle, la beauté qu'on retrouve dans les choses qui proviennent de l'industrie. Exemple, nous avons les voitures, le téléphone comme iPhone 11 qui affole les gens. Voilà, et même moi je vais avoir un iPhone 11, mais ça va venir bientôt. Vous aussi, tout le monde en veut. Donc c'est l'esthétique industrielle. Merci bien. Après l'esthétique industrielle, nous avons l'esthétique, oui, efforcez-vous, hein, l'esthétique sculpturale. Ok, l'esthétique sculpturale, c'est la beauté qu'on retrouve dans les statuettes ou dans la statue. Ouais, exemple, nous avons la dame de la bienvenue en Guinée. Voilà, à l'aéroport là-bas, vous le voyez, la dame qui souhaite la bienvenue à tout le monde pour montrer que la Guinée est un pays hospitalier. Bien, donc après l'esthétique sculpturale, architecturale, musicale, nous avons l'esthétique oratoire. Waouh! L'esthétique oratoire, c'est la beauté qu'on peut tirer, c'est la beauté qu'on retrouve dans la parole, dans l'expression, qu'on peut appeler autrement la rhétorique. Donc, bien parler, ça c'est bien parler. Exemple, quand j'ai dit c'est ma transcaucasie qui m'a permis de vous déramboliser pour que les panalogues les plus simodissipés soient concaves. Waouh, ça attire, ça peut affoler les gens. Ouais, donc l'esthétique oratoire, la beauté qu'on retrouve dans la parole. Ouais, comme quand j'entends mon frangin Aboubakar Souma parler, M. Traoré, Mamadi, professeur de français, M. Albert Sartolno, le général, M. Michel Pepe Balamou, M. Alpha Kamara, le linguiste. Ouais, les gens, ils parlent bien, honnêtement. Ils parlent très bien. Ah, donc, c'est l'esthétique oratoire. Et donc, nous avons l'esthétique gestuelle. L'esthétique gestuelle dans nos démarches, la beauté qu'on peut retrouver dans nos démarches. Souvent, les miss, les masters. Voilà, donc les démarches. Vous avez vu, des fois, quand vous êtes en train de conduire, même si vous ne prêtez pas attention, ça peut provoquer un accident, hein, honnêtement. Ouais, donc c'est l'esthétique gestuelle. Donc les types, notez bien, notez là-bas rapidement, on a l'esthétique musicale, architecturale, sculpturale,
oratoire, gestuelle, industrielle. Ouais. On a l'esthétique florale même, la beauté qu'on retrouve dans les fleurs. Il y a l'esthétique rizière, la beauté qu'on retrouve dans les champs agricoles. Ok, c'est très bien. Merci pour ces types. Donc, je vous pose la question de savoir quels sont les types, citez 3 types de l'esthétique que vous connaissez. Rapidement, 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 envoyez par message, rapidement. Ok, moi je reviens dans ces messages. Vraiment, les gens réagissent, ils sont nombreux. Et ça fait revivre les époques à 5 coups, franchement. Ouais, Aruna Silla, vous donnez bien les cours, c'est comme si je suis dans la salle. Ouais, Aruna, c'était des... Ouais, c'est une période, on n'oublie pas. Ouais, Silla Tony Cross, votre élève depuis 5 coups. Vraiment, monsieur, ouais, merci. Le jadis ne revient sans cesse et c'est époustouflant. Lui, c'est euro million de Paname. Merci, merci beaucoup. Le sujet là, ma vertu, l'esthétique, c'est Anthony Cross. Ah non, je sais que tu blagues. Ça ne peut pas te tuer parce qu'on a, voilà, on a beaucoup parlé de ce sujet. Ouais. Il y a Ciara Kamara, respect à toi, chérie, Ciara. Ah, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Nous avons, il y en a plein de messages. Waouh, on ne peut pas dire. Voilà, donc il y a des gens déjà qui commencent à envoyer trois types d'esthétique. L'esthétique musicale, architecturale, l'esthétique comparée. Ouais, il y a l'esthétique comparée, effectivement. L'esthétique comparée ou l'esthétique comparative. Lorsqu'il est question de comparer deux formes d'art qui traitent sur un même thème. Voilà, comme l'épopée du mandingue, le visuel et l'écrit. Ouais, ça existe. C'est vrai. Merci pour, pour la contribution, pour l'apport. Youssouf Youssouari, nous avons aussi l'esthétique chirurgicale. Ouais, effectivement. Donc, l'esthétique chirurgicale qui consiste à trouver la beauté dans le résultat dû aux opérations. Exactement. Youssouf Youssouari, exactement. Donc, la transhumance, etc. Oui, vous prenez l'exemple sur Echakone. Echakone, Maman Africa, avec son nez dans les temps. Et aujourd'hui, il y a une nette amélioration. C'est vrai. Youssouf Youssouari, merci mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Vous savez, tu n'as pas oublié. Il y a Lamine Fort. Force à toi. Ouais, mon grand Lamine Fort. Tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. D'être là sur ce coup. Donc, je pense que chacun, là où il est aujourd'hui, il peut donner les 3 quand même types de l'esthétique. Donc, Youssouf Youssouari, merci. L'esthétique chirurgicale, l'esthétique architecturale, sculpturale, musicale, oratoire, rizière, florale, comparée ou comparative. Je pense que c'est bon. On ne va pas tout dire, mais on va donner l'essentiel quand même. Parce que c'est trop. Oui, on n'a que 14 jours, peut-être, 14 jours. Hein. En tout cas, on prie Dieu que ça soit 14 jours pour qu'on puisse se retrouver en classe encore. Ok. Donc, 1 minute encore, je vais boire de l'eau. C'est pas facile, je vous jure. Ok. Donc, on a fini avec les types. On va attaquer les notions. Ok. Alors, parlant des notions de l'esthétique, parlant des notions de l'esthétique, on a esthétique d'abord. Donc, l'esthétique en un mot, lorsqu'on vous demande, on dit à une chose que l'esthétique, c'est lorsque la chose là peut séduire, peut affecter, peut troubler. En un mot, c'est lorsqu'on peut en tirer la beauté dans cette chose. Exactement. Et le contraire. Ouais, le contraire de l'esthétique. Ils vont de la beauté, ils vont dire la laideur. Oui, ça marche, mais on est dans l'esthétique. Le contraire. L'esthétique, c'est inesthétique. Voilà. Inesthétique, c'est l'antithèse de l'esthétique. Donc, une chose qui n'est pas belle, on peut dire que la chose, elle est inesthétique. Wow. Et après, nous avons, lorsqu'on veut comparer deux belles choses, ouais, deux choses belles, ou deux artistes, tous les, et qu'il se trouve que tous ces deux sont mieux. Exemple, comparer MHD à Dajou, bien comparer Mohamed Mouktar Soumalia Stakana Zayona, Eli Kamano,
sont tous des meilleurs artistes, hein, selon moi. Chacun chante dans son style. Alors, en essayant de les comparer, on fait quoi? De l'esthétisme, ok? L'esthétisme a diverses définitions, hein, mais dans le sens, euh, là, c'est de l'esthétisme. Donc, l'esthétisme consiste à comparer de belles choses. Donc, quand vous comparez telle fille et telle autre, qui est la plus belle? Donc, vous faites de l'esthétisme. Ok, nous avons esthétisation. Esthétisation, c'est une manière qui consiste à se rendre belle. Voilà, une manière qui consiste à se rendre belle. Quand une fille cherche à se rendre belle, par exemple, ok, ou à se rendre beau, un homme aussi peut le faire. Voilà, comme la dentition de Ronaldo Assis Moreira dit Ronaldinho dans les temps. Et aujourd'hui, ça a complètement changé, n'est-ce pas? Ok, Lionel Messi aussi, dans les temps, il avait, ce n'était pas facile, hein? Voilà, mais ça a complètement changé. Ok. Donc, et après, nous avons esthétisation, on a parlé, esthétisme, voilà, on a parlé, esthète, voilà, l'esthète. Un esthète ou une esthète, c'est cette personne qui apprécie une œuvre d'art. On peut l'appeler un amateur. Donc, un amateur, voilà, appréciateur, c'est pas trop un dit amateur ou un esthète. Voilà, la personne qui apprécie, la personne qui dit, oh, oui, c'est un bon joueur, c'est un bon roman. Donc, on peut appeler l'esthète. Ça, c'était quelques notions. Alors, à présent, je vais attaquer les catégories esthétiques beaux. Les catégories esthétiques du beau. Donc, retenez que nous avions deux grandes catégories. Premièrement, nous avons les valeurs positives. Ensuite, les valeurs négatives. Donc, les valeurs positives, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des préceptes esthétiques qui nous poussent vers l'appréciation. Ouais, l'ensemble des préceptes esthétiques qui nous poussent vers l'appréciation. Ok. De ces préceptes, on va aller rapidement. De ces préceptes, on commence par quoi? Le degré suprême de l'appréciation, on prend le sublime. Sublime qui dérive du latin, sublium, S-U-B-L-I-U-M, sublium, qui veut dire le degré suprême de l'appréciation, donc sublime. Donc en principe, les esthéticiens conseillent que ce mot doit être utilisé aux choses supra-humaines. Exemple, Dieu, les diables, l'ange. Par exemple, on peut dire le paradis est sublime. Mais qu'on nous interdit de ne pas dire à une personne qu'elle est sublime, parce que quelle que soit cette beauté, il y aura des limites qu'on peut trouver. Mais le paradis, non, tout est beau, tout, du début à la fin, de la rentrée, voilà, jusque dans ma chambre là-bas, tout est beau. Ouais, donc, de dire sublime. Donc, le sublime, c'est le degré supérieur. On est d'accord? Ok. Donc, ça veut dire le groupe subliminal doit enlever le nom. Après le sublime, nous avons le beau. Donc, le beau, comme je vous ai dit, c'est toutes les productions, qu'elles soient naturelles ou artistiques, qui puissent procurer à nous une jouissance esthétique. Ouais. Et après le beau, nous avons le joli. Ok, le joli ou la jolie, c'est le caractère réduit du beau. Le caractère réduit du beau. En principe, le joli ou la jolie, ce sont des préceptes qui doivent être utilisés pour des petites choses, si je comprends bien. Exemple, ma chambrette est jolie, cette fillette est jolie, mais en principe, on nous interdit de ne pas dire cette fille est belle. Hein? On est en esthétique, s'il vous plaît. Cette fille est belle, non. Cette fille, elle est jolie parce que on dit cette fillette, c'est le caractère réduit en fait. La femme est belle, cependant que sa fille, la femme est belle, de même, il en est de même pour sa fillette qui est très très jolie. Waouh, la phrase, elle est bien construite. Donc après le joli, nous avons le coquet. Ok, le coquet, la coquetterie, mais avant ça même, nous avons le charmant. Donc le charmant, c'est toute chose qui puisse ne pas forcément avoir un trait avec la beauté, mais qui est attrayant, attirant et époustouflant. Donc c'est une chose qui peut nous affecter. Ce n'est pas forcément lié à une belle chose. Hein. Donc on dit à une personne qu'elle est charmée, elle a du charme. C'est lorsque réellement la personne peut en la voyant, rien qu'en la voyant, on peut être séduit. Ok.
Nous avons le caractère réduit du charmant aussi qu'on appelle le gracieux ou la gracieuse. Voilà, donc le gracieux, c'est le caractère réduit. Le gracieux est pour le charmant, ce qui est le joli pour le beau. Je pense que c'est compris. Et après, nous avons le coquet. Voilà, le coquet, c'est la coquetterie. Souvent, sur les réseaux sociaux, vous voyez les filles dire « Fatih la coquette ». Kadi la coquette. C'est quoi la coquetterie? La coquetterie est toute action qui consiste à se faire plaire à une personne du sexe opposé. Et toute action qui consiste à se faire plaire à une personne du sexe opposé. Donc, quand une fille cherche à séduire un homme, on dit à cette fille qu'elle est coquette. Quand un homme aussi cherche à séduire une fille, on dit qu'il est coquet. Alors, si vous êtes coquet, tant mieux, il n'y a pas de souci. Donc, après la coquetterie, tout ça là, ce sont les valeurs positives. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tout développer. Bientôt l'heure. Nous avons aussi les valeurs négatives. Au niveau des valeurs négatives, cette fois-ci, ce sont des caractères ou des préceptes esthétiques qui nous ramènent à la dépréciation. Voilà, c'est ce qui nous amène pas à apprécier une chose, à désapprécier une chose. Ok, donc par rapport à cela, on commence par quoi? On commence par l'odieux. Un odieux, une odieuse. Donc l'odiosité, c'est le degré supérieur de la laideur aussi. Ouais, le degré supérieur de la laideur. Ok. Il y a quelqu'un qui demande de donner la définition étymologique de ces mots que je viens d'avancer. Ok, notez rapidement. Le mot vient du latin bellus. Mais, ok, bellus, qui signifie jouissance esthétique en un mot. Nous avons joli. Joli dérive aussi du latin, deux mots. Jol air. Jol air, c'était le nom d'une petite fête organisée en Rome antique. C'est pourquoi le joli ou la jolie est réservé pour les petites choses. Jol air. J-O-L, après E, accent grave R. Et après Jol air, nous avons quoi d'autre? Voilà, le charmant. Charmant aussi, nous avons charme hier. Charme comme Jol air, quoi. Après air. Voilà. Après, gracieux, gracieux vient de l'espagnol, gracias, qui veut dire merci, comme si on dit namaste. Ok, bien. Donc ça, c'était en réalité la définition étymologique. Maintenant, je vais continuer. Bon, dans ça, après l'odieux, une fille odieuse ou un homme odieux, nous avons le lait. Le lait, c'est l'antithèse directe ou le contraire du beau. C'est le contraire du beau, quoi. Donc, si la beauté est l'ensemble des belles productions naturelles ou artistiques qui procurent en une jouissance esthétique, la laideur, c'est le contraire. C'est l'ensemble des belles productions, qu'elles soient naturelles ou artistiques, qui ne nous procurent aucun sentiment ou aucune jouissance esthétique. Et après ça, nous avons, cette fois-ci, quoi? On a le caractère réduit de la laideur aussi, le vilain ou la vilaine. Voilà, donc le vilain est pour le lait ce que représente le joli pour le beau. Et après le vilain, nous avons le risible. Le risible, c'est toute chose c'est toute chose qui peut nous faire rire. C'est toute chose qui peut nous faire rire, ou bien tout ce qui a un caractère ridicule. Mais attention, le risible est différent du comique, parce que le comique, c'est ce qui fait rire, mais dans le domaine artistique. Alors que le risible, c'est tout ce qui peut nous faire rire dans tous les domaines. Donc retenons qu'il y a plusieurs types de rire. Il y a plusieurs types de rire. Hein. Exemple, je vois une personne que je n'aime pas. Quand la personne vient, je fais semblant d'être avec lui. Quand il vient, je ris. Ouais, vous avez vu? Je fais je ris avec lui. Alors qu'au fond du cœur, ça me touche, ça me ronge. Ça, c'est quel type de rire? Ouais, on appelle ça le rire narquois. Le rire narquois. Ok. Quand vous vous battez avec une personne et que vous parvenez à renverser la personne, ou bien vous venez regarder les résultats et que vous trouvez que tout le monde est admis, vous tous, vous qui êtes connectés là, vous trouvez que tout le monde est admis. Ouais, ça c'est quel type de rire? Ouais, c'est le rire du triomphe. Actuellement, tout le monde est confiné en France, en Espagne, en Italie, en Guinée aussi. Bon, certains ont commencé. Donc le jour que nous allons réussir à vaincre cette pandémie, coronavirus, tout le monde, nous allons rire ce jour. Donc ça, c'est quel type de rire? C'est ce qu'on appelle le rire de la délivrance.
le rire de la délivrance. Donc après, nous avons aussi rire pour déranger les gens, qu'on appelle ricaner. Il y a le petit rire aussi qu'on appelle le sourire. Il y a le rire gras, il y a le rire jaune, il y a le rire pamphlet, il y en a beaucoup. Mais vous me permettrez que nous sommes à 11h50, on n'a pratiquement pas assez de temps. Donc on va se limiter ici. Mais en ce qui concerne les types de rire, quoi. Mais ce n'est pas fini. Les catégories esthétiques ne sont pas finies. Il y en a beaucoup. Parce qu'il n'y a pas parlé de bouffon. Il y en a beaucoup. Certainement, on aura l'occasion d'en parler plus. Donc, ça, c'était les catégories esthétiques. Donc, je vous pose la question. Que savez-vous des catégories esthétiques du beau? Ouais. Donc, rapidement, je vous attends. Histoire pour moi de revenir avec les messages et boire un peu. Robert Max Bangoura. Ouais. Le pro marocain, le king, merci beaucoup. Il y a Abou Jamil, vraiment monsieur, que Dieu vous paye. Merci beaucoup. Babachir, merci à vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Wow, ils sont très nombreux, hein. Ils sont très nombreux. Très nombreux. C'est à moi de vous remercier. Il est pratiquement 11h51, depuis 10h on a commencé. Je vous prie de... Pour aujourd'hui, on va se limiter ici. Ce n'est qu'une partie remise. Le cours n'est pas terminé, je le précise. Le cours n'est pas terminé. Voilà. Donc, on va continuer la suite du cours. Au fur et à mesure, je serai là toujours pour vous. Merci à vous tous. Partout où vous se trouvez, partout où que vous soyez dans le monde, partout où vous vous trouvez, je suis vraiment fier de vous. Merci pour le temps que vous avez accordé pour que je puisse avoir toute cette énergie pour pouvoir réaliser cette vidéo. Merci au syndicat national de l'éducation, le SNE, qui œuvre aussi nuit et jour pour que les professeurs puissent faire ces vidéos pour vous gratuitement. Moi, c'est Fofana Kemomali, je suis le proviseur du groupe scolaire privé Cheikh Anta Diop. Et je suis auditeur en master à l'Institut supérieur de l'ingénierie et des affaires de Casablanca. Et actuellement, je suis professeur de philosophie et d'histoire. Ouais, dans beaucoup d'écoles privées à Kidia et à Mamou. J'ai enseigné aussi à Conakry dans les écoles. Donc, où que vous soyez dans le monde, je suis très fier de vous. Voilà. Namasté.